Bonjour Monsieur Blanc-Cardassac. Bonjour Diane, bonjour Jean. Bonjour Monsieur Blanc-Cardassac. Diane, je suis heureux de vous voir parce qu'on a failli vous perdre. Oui, j'ai eu un accident de voiture. Triple tonneau sur l'autoroute. Heureusement qu'elle a un bon ange gardien. Hein. Oui. Je le prie, je le remercie souvent. Oui, tout à fait. Il n'est pas de distraction. Bon, eh bien, quand vous voulez. Allons-y. Eh bien, on continue. On commence par l'actualité en France. Attali s'est défendu d'avoir pensé à Marion Maréchal Le Pen comme prochaine présidente de la République. À part vous, qui en a parlé? À ma connaissance, personne. Est-ce qu'il vous écoute du coup? C'est la question qu'on peut se poser. C'est assez amusant. Parce que j'ai lu sa déclaration, il dit non, je ne pensais pas à Marion Maréchal, non, c'est quelqu'un d'autre, il n'a pas voulu dire qui d'ailleurs, il a tourné autour du pot, donc c'est assez amusant. Et alors là, l'actualité montre que mon analyse n'était pas fausse, quand on voit comment Marion Maréchal est poussée par les médias, et profond, hein. Que tout est fait pour ridiculiser et abaisser par de pseudo-sondages la cote de Wauquiez. Oui. Donc ils sont en train de refaire exactement la même manœuvre qu'ils avaient fait contre Fillon en utilisant Marine Le Pen. Donc pour Wauquiez, ils lui mettent dans les pattes Marion Maréchal. C'est exactement la même manœuvre. Marion Maréchal qui a retiré son nom d'ailleurs. Qui a retiré son nom, c'est pour ça que je dis Marion Maréchal, on devrait l'appeler Marion Hawk. Ou insister tout simplement Marion Maréchal Le Pen, il faut qu'elle son nom. Non, le mythe, non, je contrefiche du nom de Le Pen, mais son vrai nom, apparemment, son véritable père, c'est Hawk. Bon, donc je mets en garde, il y a toute une manœuvre là derrière, et alors, les crétins de nos milieux, une fois de plus, vont pas comprendre, ils vont se mettre à voter pour Marion. Et en faisant cela, ils vont retirer les voix à Wauquiez, qui est le seul qui pourrait empêcher Macron d'être à nouveau nommé président de la République. Moi, il y a un petit détail dans cette histoire qui me chiffonne un peu, enfin quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Alors, Marine Le Pen change le nom du parti du Front National, tout le monde crie à la haine, dit que c'est une gourgandine, qu'elle a détruit le travail de son père, etc. Ça, c'est beau. Alors, eh bien, écoutez, la petite fille arrive et supprime carrément le patronyme de son grand-père, et personne ne dit rien. Tout à fait. Ah non, mais donc, écoutez, pourquoi croyez-vous que j'ai lourdement souligné et insisté qu'elle avait fait sa rentrée politique à New York, devant les milieux néoconservateurs américains, c'est-à-dire juifs. Et miraculeusement, elle trouve de l'argent pour lancer son université, enfin, son truc de formation politique. Alors, si vous ne comprenez pas, on vous fera un dessin. Hein. Mais alors, avec la création de son université politique, son académie des sciences sociales et politiques à Lyon, malgré les critiques, est-ce que ce ne serait pas le signe d'une pensée conservatrice qui souhaite se faire entendre? Alors, non, je ne dirais pas ça. Je dis que ça suggérerait cela pour attirer les gens. Mais c'est une arnaque, je regrette beaucoup, c'est une arnaque. Parce qu'on ne peut pas, soi-disant, se battre sur un plan conservateur pour la France, etc., avec l'appui des néoconservateurs juifs américains. Ça, je ne crois pas. Contradictoire. Alors, on va passer en fait à l'attente, qui, selon Marine Le Pen, donc, le droit du sol et la naturalisation massive donnent à l'immigration un caractère, hélas, irréversible. Qu'est-ce que j'en pense? Ben oui. Eh ben, pas du bien. Ouais. Parce que soit c'est une bêtise, pour pas dire un gros mot, soit c'est une trahison. Parce que je regrette beaucoup, rien n'est jamais irréversible. On nous a imposé le droit du sol. Moyennant quoi, on naturalise, pour peu que les gens soient sur place,
on leur donne la nationalité française. Ouais. Et qui empêche de revenir au droit du sang. Hein? Et à la Libération, ils n'ont pas fait des lois rétroactives pour pouvoir condamner encore plus facilement? D'un certain... On peut toujours changer les lois si on veut. Si Marine Le Pen ne propose pas de revenir au droit du sang, pour moi, c'est une trahison. Une de plus. Une de plus. Alors... Pardon, vas-y Jean. Oui, alors le Bataclan. 17 familles... On passe au Bataclan, oui. Une lourde... tragique histoire. Le Bataclan, 17 familles de victimes déposent plainte contre les soldats de l'opération Sentinelle. On va rappeler un petit peu peut-être pour les gens qui n'avaient pas... Tout à fait. Donc, était passé un ordre de ne pas intervenir. Tout à fait. Alerté évidemment par la police, etc. Donc n'étaient pas allés sur les lieux. Les militaires qui étaient présents sur... Non, ils étaient sur les lieux, mais on leur a interdit de rentrer à l'intérieur et d'intervenir. C'est quand même très curieux. C'est criminel. C'est criminel. Oui, c'est criminel. Ouais. Et en plus de ça, je sais pas, vous voulez dire quelque chose encore? Non. Et alors en plus de ça, interdiction aussi qu'ils donnent ce qu'ils avaient comme soins de premier secours aux policiers. Donc ça aurait pu éviter certainement de personnes de mourir d'hémorragie. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est hallucinant. Alors, est-ce que vous avez le texte de ce général? Le général, attendez. Ah oui, ça ici. J'ai ça ici. C'est le général Bruno Leray. Voilà. Et alors voilà ce qu'il a dit lors de son audition. Qu'il était impensable de mettre des soldats en danger dans l'espoir hypothétique de sauver d'autres personnes. Alors à quoi ça sert l'armée? À quoi ça sert l'armée? Hein? Donc il trouve que c'est pas le rôle des militaires, mais c'est le rôle peut-être des militaires de les mettre de faction devant toutes les structures juives de France et de Navarre. Ça le dérange pas. Il a justifié en disant qu'on n'était pas en état de guerre. Ah non, on n'est pas en état de guerre. Non. Mais par contre, il a... Non, mais écoutez, cette armée française, elle devient vomitive. Cette lâcheté, cette fuite devant la responsabilité, mais c'est quelque chose. On passe à la question suivante. Oui, la France, donc pro-immigration, s'est trouvé un super-héros en la personne de Mamadou Gassama, c'est bien si j'écorche pas son nom, pour avoir sauvé un petit garçon de 4 ans suspendu à un balcon. Que dire de ces faits divers? Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Bon, alors, premièrement, imaginez un gosse de 4 ans, mais c'est vrai pour n'importe quel poids qui tombe, il y a une accélération par le poids de la gravité. Oui, et moi j'avais entendu dans un grand journal, je crois que c'était Europe 1 ou Le Figaro, Le Monde, enfin bref, un grand éditorial, que l'enfant serait descendu d'un étage. Non. Il serait pas... Du 6e au 4e, oui. Du 6e, et il se serait... C'est Jean-Paul Belmondo, c'est du n'importe quoi. Non, c'est du n'importe quoi. Et donc, vous imaginez un gosse de 4 ans qui tombe du 6e, deux étages. Et qui se rattrape. Donc, il a tout son poids, plus l'accélération par la gravité. Non. Et il a ses petites épaules suffisamment fortes pour s'agripper. Normalement, son épaule aurait dû partir en... Bon. Il faut aller avoir la musculature d'un athlète. Premièrement. Ça, voilà, déjà. Donc, premier point. Deuxième point, comment se fait-il que la personne que l'on voit sur la photo, qui est sur le balcon, qui tend les bras pour le prendre, attend que l'autre arrive, que le Mamadou arrive? Oui, quasiment. Oui, c'est vrai. Ça tient pas la route. Non. Troisièmement, comment se fait-il qu'on ne voit jamais le visage de l'enfant? Oui, et personne n'a jamais vu l'enfant. Est-ce que c'était ni ses parents? Mais comment se fait-il? Si on veut faire un documentaire quand même. Oui, bien sûr, le devoir des journalistes était de courir au chevet de l'enfant pour savoir dans son état. Alors, est-ce que c'était un enfant ou un mannequin? Visiblement, sur la vidéo, il bouge, on voit un être vivant quand même. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que l'enfant avait un harnais et qui reviennent sur les images en fait en faisant des zooms et en fait en montrant bien qu'au niveau des épaules c'est très cintré et qu'en fait il y a comme un objet derrière son dos et puis on voit que l'enfant à un moment donné dans la vidéo lâche une main. Or, il n'est pas pris par ni l'un des adultes, donc il est ni le Mamadou. Il lâche une main, excusez-moi.
Alors il tombe du 6e étage pour se retrouver au 4e et il lâche une main. Non, ça tient absolument pas la route. Donc, dans cette affaire-là, comme dans d'autres affaires, et notamment dans l'affaire du 11 septembre, on compte sur l'impact de l'image pour que les gens ne réfléchissent pas. Oui. L'émotion. Si on se met à réfléchir, si on se met à analyser les images, on s'est dit c'est pas possible. Et je reviens encore une fois sur l'histoire du 11 septembre. Quand on revoit les images qui nous ont été fournies à l'époque, que l'on trouve toujours sur Internet, ces avions qui rentrent dans les tours sans le moindre fragment qui s'éparpille au moment de l'impact. Ils sont absorbés. Aspirés, oui, donc oui. c'est une fausse image, c'est ce qu'on appelle un hologramme. Et les conséquences de cette histoire seraient aussi que parce qu'il a été nationalisé, pourquoi pas mettre le feu pour ensuite l'éteindre, pour ensuite se faire nationaliser. Oui, mais c'est une double, enfin on peut s'apercevoir derrière cette action que c'est une double, parce que les parents en question, en fait l'enfant en question est placé à la DAS aujourd'hui, hein, apparemment, de ce qu'ont raconté les journaux. C'est-à-dire que les parents ont été convoqués par les services sociaux, ont été constatés comme irresponsables, et l'enfant leur a il paraît que le père était en train de jouer à je sais pas quel jeu, etc. Il surveillait pas le gosse. Non, mais tout ça, donc, il y a dans toutes ces affaires-là, dans toutes ces fake news, ça, ce sont de véritables fake news. Hein, oui. Il y a une petite part de vérité qui sert d'appui pour faire un montage. Oui, tout ça. C'est ça. La fille d'Henri de Lesquen, Clélie de Lesquen-Jonas, avocate des Chibani, est accusée par eux d'accaparer leur argent après leur avoir obtenu des dédommagements par la SNCF. Pouvez-vous nous dire de cette affaire ? Oui, alors cette affaire-là est assez complexe. En fait, elle a réussi à faire verser par la SNCF, qui n'avait pas besoin de ça d'ailleurs, des dédommagements à des travailleurs marocains qui travaillaient comme manœuvre sur les chantiers de la SNCF. Bon. Et l'argumentation a été qu'ils n'avaient pas été payés des mêmes montants que les ouvriers français. Alors bon, je ne connais pas suffisamment le fond de l'affaire, mais il y a peut-être aussi tout simplement une question de compétence. Certainement. Tout simplement. Bon, j'ai rien contre ces malheureux travailleurs marocains, mais là encore, à mon avis, c'est le politiquement correct qui a joué pour leur faire attribuer un supplément d'argent. Bon, supplément d'argent que la Clélie de Lesquen-Jonas, donc fille de notre cher ami Henri de Lesquen, a obtenu pour eux. Et elle est accusée, comme vous l'avez dit dans la question, d'avoir obtenu l'argent en justice pour eux, mais qu'elle ne veut pas redonner l'argent. Alors on va voir où ça en est. Et c'est curieux comme les médias n'en parlent pas. Qu'est-ce que ça devient cette histoire-là ? Mais non, mais les médias ne parlent pas de plein de choses. Plein de choses. Alors ça veut dire quoi ? Que M. de Lesquen et sa progéniture sont protégés par les médias ? Hein ? Le bras long ? Hein ? dont je suis victime à chaque fois. Je le connais. Alors, la cession d'aéroport de Paris annoncée par le gouvernement doit-elle nous inquiéter ? Bien entendu, c'est une fois de plus perdre un élément de notre souveraineté. Les aéroports, c'est tout de même important, ça permet de contrôler les allées et venues des uns et des autres, notamment en pleine poussée terroriste. C'est je dirais même pas que c'est du n'importe quoi, c'est une trahison de Macron à nouveau. Il bazarde tout. Bon, je ne vais pas rappeler tout, mais enfin, rappelez-vous Alstom, rappelez-vous déjà les aéroports, les différents aéroports, dont celui de Toulouse-Blagnac, donc qui est à côté de Airbus, la fabrication de Airbus. Qui est si mal en ce moment, Airbus qui est très très... Et rappelez-vous la SNCF, puisque la SNCF va être privatisée, vendue à qui ? Qui va prendre des parts, qui va mettre la main dessus ? Puis il va y avoir la concurrence étrangère. Donc ce sont des choses qui ne vont plus appartenir à la nation. C'est pour ça que je dis, je regrette beaucoup, dans des circonstances comme ça, il faut que les structures qui servent à l'ensemble des citoyens d'un pays soient nationalisées. Il faut que ce reste, il n'y ait pas de possibilité pour l'étranger de mettre la main dessus. Alors pour rester dans l'aviation, Serge Bloch d'Assaut est mort. Un commentaire sur ce personnage ? Oui, curieux personnage. Donc
donc juif d'origine, puisqu'il s'appelait, à l'origine, ça s'appelait Bloch, qui a été converti au catholicisme par quelqu'un que mon père a connu, qui s'appelait le général Guillain de Bénouville. Bon, il était propriétaire de différents journaux, dont Valeurs Actuelles, dont Le Figaro. Et bon, même s'il a été converti, il était toujours fortement sioniste. Et puis, il a été franc-maçon. Et j'ai vu que dans le site... comment ça s'appelle leur truc déjà? Oui. Le blog maçonnique, là? Oui, le blog, le Gadelu. C'est le grand architecte de l'univers. Gadelu Info, qui est le site du Grand Orient de France, alors que Bloc d'Assaut était à la Grande Loge. Donc, vous voyez, l'intercommunication entre les différentes obédiences qui ont fait son hommage, etc., en rappelant qu'il était franc-maçon, etc., etc. Donc voilà, mais c'était un des grands potentats industriels français. Français. Oui, entre parenthèses. Oui, bien sûr. Alors, question suivante. À Paris, Simone Veil a désormais une place et une station de métro à son nom. Bah, c'est normal, voyons. C'est une sainte de la République. Oui. Bah, voyons. Combien... Elle a bien œuvré pour la République, hein. La destruction du petit français, oui. Elle a très bien œuvré. Elle mérite. Je veux dire que là, il y a moins de pertes que pour la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine réunie, quoi. Bah oui, si on compte les avortements, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais. Il y a moins que pour ces deux guerres-là. Bah, on calcule par an à environ 120 000 à peu près. Oui, 120 000. Et dernièrement, et c'est pas la première fois d'ailleurs que je voyais ça, il y a des associations anti-avortement qui faisaient la comparaison entre le nombre des avortements en France par rapport à la rentrée d'immigrés en France. Donc, ce que l'on détruit d'un côté, on le remplace par des immigrés. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, la petite population française n'a absolument aucune chance de s'en sortir si ça continue comme ça. Ah bah, si ça continue comme ça, c'était bien. C'est terminé, oui. C'est pour ça que si les Français continuent à être aussi stupides et à ne pas comprendre ce qu'on leur veut... Boucher. Ils sont bouchés, ouais. Voilà. Sur la revue Causeur du 5 juin 2018 d'Elisabeth Lévy, on peut lire ce titre, Antisémitisme, l'idéologie anti-française, avec pour collaborateurs Bernard Mabille, Philippe Val, Douglas Murray, Georges Bensoussan et Daoud Benguetzala. Votre commentaire? À votre avis, Diane, qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus? Bon, alors, pour remarquer que parmi les intervenants, un certain nombre de noms à consonance pas particulièrement français de souche. Quant aux autres qui pourraient le paraître, on ne sait pas s'ils n'ont pas changé leur nom. Mais ce qui est intéressant, c'est de relever ce que veut dire cette phrase. L'antisémitisme, l'idéologie anti-française. Ah bon. Alors, les rois de France, qui ont passé leur temps à mettre à la porte les juifs à cause des conséquences de l'usure sur les populations de l'époque, n'étaient pas français. Le roi de France n'était pas français. Ah non, la France est née en 1789. Voilà, Médiane, c'est ce que j'allais dire, m'a enlevé les mots de la bouche. C'est parce que Écoutez, avec vous, c'est magnifique. On se comprend, mais au quart de seconde. Exactement. Donc, voilà. Et c'est pour ça que quand un Badinter, repris par un Henri de Lesquen, dit que... Alors, la formule est un petit peu différente, elle est inversée, mais ça veut dire la même chose. Badinter disait que la France était née avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et Lesquen dit la Déclaration des droits de l'homme et l'acte de baptême de la nation française. Donc c'est kiff-kiff, c'est exactement la même chose, simplement... Je ne sais pas s'il fait tant référence que ça aux droits de l'homme, mais en tout cas, il fait référence à la Révolution, je crois, directement. Ah non, c'est les droits de l'homme. Hein. Pour Lesquen, je suis formel. Oh, bah alors c'est pire encore. Je le connais par cœur. C'est pire. Mais rappelez-vous, on a publié le facsimilé lors du dernier entretien, dans le montage du dernier entretien, et dans la conférence du mois dernier. D'accord. Il y a reportez-vous au facsimilé que j'ai fourni à Jean-Luc, justement.
C'est imparable. Et cet individu, je ne vais pas dire de gros mots, cet individu, le Lesquin, ose aujourd'hui dire qu'il n'a jamais dit ça. C'est écrit de sa main, il y a sa bobine en plus de ça, en plus de sa signature. Quand même. Ouais, c'est pas fameux tout ça. Bon, au nom des prétendus droits sexuels, le viol vient d'être requalifié de délit et non plus de crime. Qu'en pensez-vous ? C'est ce que j'ai commenté à plusieurs reprises dernièrement, lors de derniers entretiens et même lors des conférences. C'est que tout est fait. Rappelez-vous ce que j'ai dit lors de ma dernière conférence à propos de la directive de l'Organisation mondiale de la santé qui fait pour l'enseignement sexuel des enfants dès le plus bas âge, masturbation, qu'ils soient conscients de leurs organes sexuels, etc., leur apprendre ce que c'est que l'avortement, la théorie du genre, etc. L'homosexualité. Donc, on prépare on les conditionne et on conditionne les conditionne pour que les pervers qui nous gouvernent aient de la chair fraîche à portée de la main. Et qu'ils ne soient pas culpabilisés, d'où cette déculpabilisation du viol. Donc c'est un délit. Bon, c'est pas grave. Hein. Et l'abaissement de l'âge de la majorité sexuelle. Exactement. Qui est à... Bon, il était question de le mettre à 13 ans. Je crois que finalement, ils s'en sont tenus à 15 ans. Mais enfin, voilà. Donc, on prépare le matériel humain pour tous les pervers qui nous gouvernent. Puis en attendant, la population, parce que ce sont ceux qui nous gouvernent, justement, qui édictent ces décrets et lois. En fait, c'est pour créer des esclaves sexuels consentants. Exactement. Mais des esclaves tout court, parce qu'en fait, c'est une façon de distraire la population et puis en fait de la... nous sommes gouvernés, mais c'est une triste constatation. Nous sommes gouvernés par des pervers sexuels, par des gangsters sur le plan financier et par des ennemis de notre pays. Voilà le caractéristique du monde politique d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, continuez à voter comme vous votez et venez pas pleurer. Et on y va, Près de 450... Ah non, pardon, excusez-moi. Que pensez-vous de la phrase d'un certain David Bellassène « La mort de la France sera la résurrection de la Gaule » ? Est-ce que j'en ai pas parlé dans ma dernière conférence ? Celle de Reims ? Ou celle de Reims ? Oui, celle de Reims. Oui, celle de Reims, exactement. C'est très démonstratif, justement. Et ça rejoint tellement, et ça justifie tellement ce que je dis, que c'est le socle du baptême de Clovis, roi franc, qu'ils veulent faire disparaître. Ils veulent la Gaule, parce que la Gaule n'était pas chrétienne, elle était païenne, elle était non seulement païenne, mais fragmentée, puisqu'il n'y a jamais eu de Gaule. C'était des tribus qui se guerraient. Donc là, ça leur convient parfaitement. Et donc, puis Jules César dit bien, c'est la guerre des Gaules. La guerre des Gaules, exactement. Exactement. Tout à fait, très juste. Donc, ce David Bellassène, pas besoin de faire un petit dessin, il vous dit qu'en clair, on ne veut pas de la France, parce que c'est le baptême de Clovis qui nous dérange. Les Gaulois, vive la Gaule, ça ne nous dérange pas. Voilà ce que ça veut dire. Chacun son Donc c'est très révélateur. Mais si nos milieux n'étaient pas aussi paresseux, parce qu'il y a de la paresse là-dedans, comment se fait-il que tous les textes que vous, tous mes collaborateurs me trouvent régulièrement, ceux que moi et mon équipe directement nous trouvons, et on les trouve où ? On les invente pas, on les trouve sur Internet. Très peu. Très peu. Mais nos milieux ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ce sont des paresseux. Parce que tous ces textes que... Ou alors certains travaillent, mais alors peut-être pas dans le même intérêt. Ou ils cherchent pas parce que ça les dérange de parler de ça. Évidemment, ce n'est pas la nouvelle droite qui va faire le rappel du baptême de Clovis. Mais c'est pas Henri Lesquin ni Badinter, puisque pour eux, la France est née en 1789. On se demande bien pourquoi. Justement, je saute les questions et je reviens sur la philosophe Simone Veil, qui avait écrit un livre sur les institutions pré-chrétiennes de la France. N'y a-t-il pas en France un lien entre paganisme et chrétienté ? Alors là, ça m'a surpris. Bon, ça m'a surpris. Bon, alors honnêtement, je n'ai pas lu son livre. Non.
l'avez voulu. Non plus. Ouais. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique quelles sont les prémices pré-chrétiennes dans le paganisme. Bah, ils croyaient en une vierge femme, une mère vierge. Ils croyaient à la nature, ils croyaient aux guides qu'ils allaient cueillir dans les chênes. Peut-être que c'était tout et n'importe quoi. Puis il y avait différents dieux. Ouais, bon. Non, de tout, et tout et n'importe quoi. Alors, certes, ce qu'on peut constater au travers de toute l'histoire de l'humanité, c'est que l'être humain, à toutes les époques, a eu la notion qu'il y avait quelque chose qui le dépassait, qui le transcendait. Mais la réponse qu'il apportait n'était pas toujours la bonne réponse. C'est ça. C'est pour ça que le titre de ce livre de Simone Weil, la philosophe, pour bien spécifier, me surprend un petit peu. Bon, elle était tout de même d'origine juive, alors... Ben, vous m'attirez l'attention là-dessus, je vais voir si je peux me le procurer et lire ça un petit peu en plus en profondeur. Parce que ça m'interpelle, comme on dit. Alors, on va passer à d'autres actualités. Près de 450 détenus radicalisés sortiront de prison d'ici fin 2019. Parmi lesquels, une cinquantaine de terroristes islamiques. C'est donc le point du 6 juin qui nous annonce cette nouvelle. N'est-ce pas un danger supplémentaire pour notre sécurité territoriale? Mais c'est évident, et puis vous avez vu sans doute que notre coquelet élyséen Macron a naturalisé un terroriste irakien, auteur de nombreux massacres au nom de Daesh. Il l'a naturalisé français. J'ai trouvé ça sur Internet. Vous pouvez le trouver sur Internet. Est-ce que ça recoupe pas? Est-ce que ça ne recouperait pas? Est-ce que vous avez vu cette nouvelle? On en avait parlé, je crois, à table, en fait, hier ou avant-hier, de ce petit fascicule qui aurait circulé, en fait, en Suède, sur les dangers de la guerre ou d'une hypothétique, d'une situation de guerre et de... Oui, non. Je ne suis pas d'accord. Non, je vois ce que vous voulez dire. J'ai vu la nouvelle aussi, mais à mon avis, c'est totalement différent. C'est tourné contre la Russie. C'est ce que disent beaucoup de... Ah ben c'est tourné contre la Russie, c'est au travers de l'OTAN. Oui. C'est toute la pression que les Américains mettent sur la Russie au travers de l'OTAN, avec les armes lourdes qu'ils acheminent de plus en plus. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout tourné contre Daesh et compagnie. Non. Alors, après nous... Pour les radicaliser, donc... Oui. Que pensez-vous du chaleureux accueil d'Emmanuel Macron à Benyamin Netanyahou, accueillant affectueusement cet assassin en l'appelant mon cher Bibi? C'est révélateur. Or, cet individu, ce Benyamin Netanyahou, est arrivé en France accueilli, comme vous le signalez, aussi chaleureusement par notre coquelet élyséen. Et pour les après les massacres, qui continuent toujours d'ailleurs, après les massacres des Palestiniens à la frontière entre Gaza et Israël, où l'on sait que les Palestiniens, les Gazaouis désarmés sont tirés mais comme du gibier, à balles réelles. Et les balles réelles, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle du nom poétique de balles marguerite. Non, papillon. Ou papillon, oui. Papillon, exact. Ce qui est rigolo là-dedans, c'est que c'est pas la dernière visite de Benjamin Netanyahu. Alors attendez, Alors, balles papillon, c'est quoi ça? Ce sont des balles qui ont pour caractéristique, au moment de l'impact sur un corps, de se disperser, d'éclater, de se disperser. Donc ça fait des ravages épouvantables à l'intérieur du corps. Ça déchire évidemment tous les tissus. Donc voilà. Et le plus beau, et c'est curieux que je n'ai pas vu ça relevé dans nos milieux, c'est qu'une infirmière israélienne qui portait secours à un blessé palestinien a été tuée par ses propres coreligionnaires. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte du degré de férocerie, de férocité, de haine. De haine, je sais plus, je perds. Incroyable. Ce peuple juif est un peuple à part. D'une cinglante, comme et quand on analyse l'histoire de l'humanité, à toutes les époques, ils ont causé des problèmes, d'où la fameuse déclaration de Bernard Lazare à propos de l'antisémitisme. Si de tout temps le peuple juif a eu des problèmes,
etc., etc., c'est que les causes premières de l'antisémitisme reposent dans le peuple juif lui-même. Comment voulez-vous que des gens normalement constitués, quand ils voient ces actes d'Israël, et de l'admiration puissent aimer les juifs? C'est pas possible. Non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ils se rendent pas compte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu vent de ce dernier sondage. Ils avaient annoncé que 8 personnes sur 10 étaient contents de la communauté juive, enfin qu'ils étaient contents de la présence de... Ah ben on peut toujours retrouver un sondage, faire fabriquer un sondage pour vous dire tout et n'importe quoi. C'est fait pour ça les sondages. Rappelez-vous ce que je dis régulièrement à propos des sondages. Si les sondages étaient réellement honnêtes et véridiques, on n'a pas besoin d'élections. Ça coûterait moins cher. Ça coûterait moins cher. Le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, est visé par une enquête judiciaire. Que pouvez-vous nous en dire ? Eh bien, ça fait partie des nombreuses arnaques de la République, et plus particulièrement aussi, on a déjà eu quelques exemples avec tous les présidents précédents et leur entourage, mais avec Macron, c'est pas mal. Comment il s'appelait? C'était Stéphane Richard, non? Comment il s'appelait le... Premier ministre? Non, le conseiller de Macron. Enfin, bref. Attali, non? Hein? Attali, enfin... Non, il y avait Richard, enfin, ouais, peu importe. Mais aussi qui avait traficoté avec la mutuelle de Bretagne. Ah, vous ne oui. rappelez pas de ça? Si, exact. Oui, je m'en rappelle. il y a une plainte contre lui, le truc, on ne sait pas comment ça s'est terminé. Il est toujours au poste de commande à l'Assemblée nationale. Donc, alors, cette histoire colère, pour répondre à votre question, c'est du même acabit. Là, il y a un conflit, et il y a un conflit d'intérêts, puisque, en fait, il a dû intervenir sur une affaire qui concernait un de ses cousins. C'est pour l'associer au sujet de la société maritime. C'est quoi déjà peu importe. Donc là encore, on leur demande de juger sur des choses où eux-mêmes ou des personnes liées à eux sont partie prenante. Alors je voudrais... il paraît que le parquet national financier a ouvert une enquête. Bon, on verra la suite. Et je voudrais à l'occasion rappeler que très curieusement le procès qui est fait à François Fillon sur les accusations que nous connaissons toutes, toujours pas jugé. Alors, est-ce qu'il y a matière à le juger, à le condamner, ou est-ce qu'il n'y a pas? C'est ce que j'allais vous dire. S'il y a matière, mais qu'il conclue l'affaire pour montrer qu'à la fin, individu c'était. Mais ça, c'est la logique même. Et s'il n'y a pas, qu'ils avouent qu'ils ont fait une manœuvre politique pour que Macron arrive au pouvoir. Mais ça, c'est la logique même, mais on dirait que tout le monde ne pense pas comme ça. Mais comment se fait-il que nous tous, on arrive à comprendre ça, mais c'est élémentaire. Et que les gens ne peuvent... Et quand vous parlez de ça à des gens, ils vous regardent comme ça comme si vous étiez un martien. Mais oui, mais bien sûr. Parce que vous savez, pour revenir sur cette histoire de Mamadou, moi j'ai été à la rencontre de personnes, et puis leur disant, écoutez, regardez déjà, ça ressemble à un harnais, le petit garçon il lâche la main, le type qui est à côté il peut parfaitement prendre l'enfant. Non, ils voulaient croire en fait, impérativement à l'image des... Mais oui, et quand on les met devant toute une série, si vous voulez, de contre-preuves, enfin de preuves qui accablent en fait ce genre d'action, qui déclenche leur émotion, ils refusent, il y a comme un voile, ils ne peuvent pas dépasser leur... Mais c'est ce qui se passe aussi beaucoup chez les gens qui sont engagés à l'armée, dans le service public, se voiler la face et... Tout à fait. Ça remettrait toute leur manière de penser en cause. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ils sont obligés d'abandonner. Ça remettrait l'engagement auquel ils croient. Et pour revenir et terminer sur Macron, vous avez entendu parler du renouvellement de sa vaisselle? Ah, mais oui, bravo de le rappeler. Et je crois d'ailleurs c'est vous qui me l'avez signalé. 500 000 euros pour renouveler, pour acheter un nouveau service de vaisselle. Alors, quels sont les petits amis qui vont bénéficier de ça? Parce qu'à mon avis, c'est pas gratuit non plus. Et qui va payer ça? C'est l'État. Oui, mais l'État, c'est qui? Et quel appel d'offres? L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Ce sont nos impôts. Et à côté de ça, il dit on met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Exactement. Alors, tout pour moi et rien pour vous. Le sens des priorités. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il l'applique bien. Ouais. Ah, il l'applique très bien. Quelle crapule, sapristi.
Et d'ailleurs, pour continuer sur la charité bien ordonnée, commence par soi-même, qu'est-ce que vous pensez des migrants qu'on va accueillir, l'Aquarius, le bateau je trouve que les Italiens ont ce qu'il faut dans le pantalon par rapport aux Français. Si on peut parler de français, parce que vous savez très bien ce que j'ai sorti dans le dernier ou l'avant-dernier numéro de la politique sur les origines juives de Macron, par sa mère et sa grand-mère. Donc on ne peut pas parler de français. Je regrette beaucoup. Donc apparemment, alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais les Italiens, sur toute une série de choses, sont remarquables. Quand ils commencent par vous dire interdiction qu'il y ait des francs-maçons au gouvernement, que le ministre de la Famille, le nouveau ministre de la Famille dit « je suis fier d'être catholique », qu'ils annoncent qu'ils vont essayer de revenir à la monnaie nationale, à la grande fureur de tous les européistes. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? J'ai pris des notes là-dessus. De toute manière, il y aura une question, je crois, sur l'italien un peu. Ah bon, d'accord. Là, pour l'instant, oui, on va passer à propos de la PMA. Non, le micro de RMC. Ah, d'accord. De quoi? Vas-y, Oui, vas-y. Oui, le micro. Si, je t'en prie. Au micro de RMC, le 17 mai dernier, Florent Guéguen, un responsable associatif en faveur des immigrés, avoue les risques d'infection de type gale ou tuberculose qui sont déjà repérés sur le site. C'est évident. Ces gens rentrent sans aucun contrôle médical. Alors c'est bien gentil, la tuberculose. Sans contrôle médical. Contrôle médical. Ils se baladent dans la nature, ils les envoient aux quatre coins de la France pour répartir les métastases, hein, un petit peu partout. Pour le bonheur de tout le monde. Bon alors, la gale et la tuberculose. Et les autres maladies, hein, et l'Ebola. Et l'Ebola, je viens de voir que l'Ebola pourrait parfaitement se développer en Europe. Oui, mais alors vous voyez ce que ça risque de donner comme catastrophe? Non mais... Alors, quel est l'impact exact de bêtises criminelles de nos gouvernants ou de crapuleries voulues pour nous détruire une fois de plus? Encore un peu plus, je sais pas. Au choix. Le résultat est le même. On va passer à Asselineau. Hein. Donc, Asselineau a démenti la création d'une fraternité maçonnique. Non, je ne crois pas que ce soit tout à fait ça. Il a démenti qu'il était franc-maçon. Et oui, il a démenti, oui, ben c'est très ambigu son truc. J'ai lu sa déclaration. Il a effectivement démenti, mais le problème. Oui. Problème technique? Non, pas du tout. Bon, le problème, c'est que... Et alors, le plus beau, c'est que je n'ai pas réussi à trouver le nom du responsable de cette fraternelle maçonnique au sein de l'UPR. Je n'ai pas trouvé le nom du personnage. Bon. Est-ce qu'elle existe vraiment? Apparemment, donc, cette structure, c'est le cercle Patrium Recuperare, dont on a parlé dernièrement. J'en ai parlé et dans la politique, et je crois lors d'un entretien précédent. C'est le nom d'une ancienne structure qui avait été créée au moment de la libération-épuration, créée par 2 francs-maçons déjà, dont un juif et un colonel, je ne sais pas quoi. Bon. Or, ce qui est intéressant de souligner, c'est que ce cercle, qui, selon Asselineau, n'existerait pas ou n'existerait plus au sein de l'UPR, n'empêche que le responsable de ce cercle se vante qu'il est toujours là pour rassembler les maçons et les maçonnes qui sont à l'UPR. Donc Asselineau est un faux cul, pas d'autre. C'est un gaulliste déjà. Alors il est tout, il est gaulliste, il est admirateur des grands ancêtres, il est admirateur de Clémenceau. Ça fait beaucoup. Hein. Et admirateur de Gaulle. Grâce à lui qu'on a tout ça aujourd'hui. Toute l'action des gouvernements que nous avons eus depuis la libération découle de la politique de Gaulle. Bien sûr. C'est lui le premier responsable de tout, y compris l'immigration. Donc c'est Asselineau. Et alors une chose qui me frappe, c'est le fanatisme des partisans de l'UPR. Ils ne veulent pas en démordre. Ils sont sectaires, ils ne veulent pas voir, mais c'est incroyable. Et, je ne sais pas si vous vous rappelez de la jeune Noémie qui était venue chez nous dernièrement,
qui avait été candidate, je crois, quand elle était en Angleterre pour l'UPR. Quand on lui parle de l'UPR, elle ne veut pas entendre les choses. D'ailleurs, elle a disparu de nos milieux. Hein, il y a des gens qui ne veulent pas entendre les choses qui les dérangent. Ils ont leur idée fixe. On ne comprend pas. On n'est pas bâti de la même façon. Avant de prendre un engagement, on étudie toutes les facettes pour savoir si on n'est pas pigeonné, quoi. Oui, mais en fait... Pour pas dire un autre mot. C'est l'éternelle recréation de partis sectaires. Parce que le Front National, il ne faut pas... c'est la même chose. C'est en fait un parti sectaire. Et Asselineau, les gens ne veulent pas voir. Je suis désolé. Ils ne veulent pas voir. Ouais. Puis c'est tous les sujets dont il ne veut pas parler. Et celui qui dit le roi va tout nu, ben c'est lui qu'il faut tuer. Absolument. Alors, on va passer à Henri de Lasquin, qui attaque Alain Benoît et semble tenir le même discours que vous. Vous manquez pas d'air, vous. Manquez pas d'air. Alors, je me rappelle plus exactement à quel sujet il a dit ça. Je pense alors là, on peut parler de querelle de personnes. Alors Alain de Benoît, il était évident que je ne l'aime pas particulièrement. D'ailleurs, j'en ai passablement parlé dans mon livre Enquête sur la Nouvelle Droite, notamment à propos de sa revue Éléments, où on trouve de ces perles, mais invraisemblables, haine, de perversion sexuelle contre le christianisme, c'est hallucinant. Alors donc, on ne va pas dire que Alain de Benoît soit un de mes potes. C'est l'individu qui un jour, c'était à peu près à l'époque où j'avais sorti mon enquête sur la Nouvelle Droite, justement, il s'était défendu en disant, mais Ploquin, oui, il a un QI à 2 chiffres et encore avec une virgule au milieu. Voilà. Et je lui avais proposé un débat, et lui aussi avait fui le débat. Apparemment... Qu'est-ce que je suis dangereux quand même. Oui. Franchement, avec un QI à 2 chiffres, avec les virgules au milieu, il ne devrait pas avoir peur d'un débat avec moi quand même. Non, mais... Nous avons reçu quelques échos de personnes membres d'Égalité et Réconciliation. Ils témoignent que vous êtes sur la liste noire des responsables de R. Ces derniers disent que vos dernières révélations découlent d'une querelle d'ego. Que leur répondez-vous ? Très intéressant. J'en ai eu des échos moi aussi, par des différents contacts, disant exactement la même chose, que j'étais sur la liste noire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé la fameuse conférence à Genève. Très bien organisée par un groupe de jeunes de Égalité et Réconciliation de Haute-Savoie, fort sympathique d'ailleurs, j'ai rien contre eux. Et puis cette espèce de drôle de micmac de la non-mise en ligne de la conférence. Vous savez très bien, on en a discuté. Heureusement que le responsable d'Égalité et Réconciliation de Haute-Savoie m'avait envoyé la partie audio de la conférence, mais pas la vidéo entière, qui devait être montée, visionnée par un comité Théodule d'égalité et réconciliation, pour donner son aval. Donc, une censure. Composé d'un seul personnage, très probablement. Je ne sais pas, j'en suis pas sûr, justement. Et je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue sur égalité et réconciliation. Vous allez voir. Donc, au bout de 2 mois, je crois, avec vous, avec Jean-Luc, qui est la partie technique, on décide, maintenant il y en a marre. Voilà. Il y en a marre. Vous voulez pas les publier, nous on publie ce que l'on a. Elle était prête depuis 3 semaines. Alors ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé et j'ai reçu un mail non signé, bien entendu, d'un responsable de la section de Rhône-Alpes, disant que dans ces conditions-là, la partie vidéo ne serait jamais publiée. Là-dessus, bien entendu, comme vous me connaissez, je ne me laisse pas faire facilement. Je me dis, puisqu'on joue à ce petit jeu-là, on va examiner de plus près ce qu'est égalité et réconciliation.
c'est très curieux qu'il n'ait pas, en fait, si vous voulez, si je puis me permettre cette expression populaire, tiqué dessus, puisqu'en fait, c'est ce que doivent leur demander les gens, c'est-à-dire que dès qu'il y a une interview de Marion Sigaud, je ne sais pas quelle petite vedette de leur groupe, les gens doivent les solliciter pour avoir la vidéo le plus tôt possible. Comment ils se sont pas imaginés la conférence de Marion Sigaud, je crois que du mois d'avril de l'année dernière vient d'être publiqué il y a 3 semaines, à peu près comme ça. Ils se moquent de leurs conférenciers. Bon, alors ils peuvent faire ça avec les autres, mais moi je suis pas de bonne composition. Non, mais c'est surtout que vous n'êtes pas en fait on ferme la parenthèse. Oui. Bon, alors premièrement, on pourrait s'interroger, qu'est-ce qui les a dérangés dans ma conférence de Genève? Là aussi, on pourrait regarder ça d'un peu plus près. Bon. Alors, j'avoue que j'en ai profité pour dire, bon, puisque c'est comme ça, pour pas essayer de me récupérer. Vous, c'est vous, et nous, c'est nous. Et j'en ai profité pour ressortir cette histoire que je connaissais déjà, j'ai eu d'autres éléments qui le confirmaient, des étranges liaisons entre Égalité et Réconciliation, un certain Christian Boucher, adepte du franc-maçon homosexuel sataniste Aleister Crowley, et Égalité et Réconciliation, dont j'ai parlé dans l'avant-dernière conférence, je crois, à Paris. Et la question que je vous avais posée, je crois, à l'époque, c'était, à votre avis, est-ce qu'Égalité et Réconciliation va me répondre? Elle n'a pas fait. Mais la réponse a été interne. Plancard, liste noire. Alors, quand ils disent que, de ma part, c'est une querelle d'ego, ils bottent en touche. C'est pas une querelle d'ego. J'ai dit exactement ce qui les dérange. Donc, ils essayent de faire croire que c'est une querelle d'ego. Je m'en fiche, je comprends éperdument. Ils ne m'invitent pas, mais je n'ai pas besoin d'eux. Moi, j'ai un autre levier, j'ai un autre levier. C'est-à-dire qu'en fait, très très souvent, on entend Alain Soral dire mot pour mot, enfin, goutte pour goutte, enfin, c'est exactement identique à votre discours aussi. Ça lui arrive beaucoup de piquer. Moi, je l'ai remarqué parce que je suis vos vidéos très attentivement, puisque je suis présent quand vous le dites les choses. Et puis, je suis aussi parallèlement, en fait, l'évolution de certains dissidents qui s'appellent Cerise, Soral ou je ne sais quoi. Et je dois bien remarquer que Soral, moi, je l'ai surpris plusieurs fois en train de quasiment faire de la récitation. Vincent Lapierre aussi. Vincent Lapierre, on me l'a signalé aussi. La Révolution dite française, etc. Des expressions, en fait, qu'aujourd'hui, qui sont passées... Bon, alors, justement, pour en revenir à ma petite idée au sujet de ce qui se passe à l'intérieur de Égalité et Réconciliation. J'ai tendance à ne pas incriminer totalement Alain Soral, sauf dans la mesure où c'est tout de même le chef, et quand on est le chef, il faut surveiller ce qui se passe dans la boutique. Je pense qu'il a laissé entrer au sein d'Égalité et Réconciliation des gens qui sont de drôles d'individus, qui font apparemment la pluie et le beau temps, et rappelez-vous, lors de ma dernière conférence à Paris, il y a eu un des participants dans le public qui avait l'air d'être tout à fait au courant de ce qui se passe à l'intérieur de Égalité et Réconciliation, qui avait donné un nom en disant c'est lui le grand responsable, le grand Manitou actuel. Donc, est-ce que Soral fait trop confiance à certains qui abusent de la confiance, mènent leur petite politique personnelle contre un tel et un tel qui ne leur plaît pas, dont moi personnellement, j'aurais tendance à... Alors, je regrette cette situation parce que, bon, il faut tout de même reconnaître honnêtement que Égalité et Réconciliation a fait un sacré travail, disons, de dégrossissage. Oui. Mais le problème, c'est que nombre de ces positions sont contradictoires avec les bonnes positions que l'on peut reconnaître. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de problème d'ego, je m'en contrefiche éperdument, c'est pas ça. Simplement, je défends des principes. Ce qui marche à l'intérieur de ce cadre de principes, on est amis. Ce qui dévie, eh bien on le signale. Pas compliqué. Est-ce que c'est pas vicié dès le départ? Parce que égalité, bon... Évidemment, pareil, Diane, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Le problème de Soral, et d'ailleurs, dans sa défense, lors de sa condamnation, puisque vous savez qu'il a été condamné à cause de 2 caricatures, il a
il a lâché du lest en rappelant tout de même qu'il avait une formation marxiste, que ceci, que cela. Il a dit ce qu'il voulait donc il a fait comprendre, vous savez, je ne suis pas tout à fait hostile quand même, tatati tatater. Donc il y a à boire et à manger. Alors, je rappelle encore une fois que quand il s'était fait interdire la réédition de certains livres jugés séditieux par le pouvoir, j'avais fait un communiqué pour le soutenir. Donc, vraiment, on ne peut pas me reprocher d'avoir été le méchant petit canard dans l'histoire. Non, je soutiens ce qui est soutenable, et quand il y a quelque chose qui me semble en dehors de la ligne que l'on doit défendre, je le dis. C'est aussi simple. Donc, querelle de personnes, c'est... Ils regardent plutôt chez eux. Et en restant encore une fois dans la petite sphère de la dissidence française, si on peut dire ça, avez-vous un mot pour Hervé Rizén et ses démêlés avec la justice française? Oui, j'ai un mot. J'apprécie le travail d'Hervé Rizén. Bon, je trouve qu'il est un petit peu monomaniaque. Toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Il faut voir aussi ce qui découle de ce qu'il dénonce. Ben, il y a d'autres facettes qui seraient aussi intéressantes. Les effets secondaires. Les effets, les alliés, etc. Dont notamment le problème maçonnique, qui découle du judaïsme, de la Kabbale. Les protestants. Il y a tout... Bon, mais là aussi, il faut savoir tout de même qu'Hervé Rizén vient de l'extrême gauche. Bon, donc, pour répondre à votre question, il est évident que j'ai une pensée pour lui, de solidarité. Mais par contre, ce que je regrette, c'est qu'il soit... c'est sa proximité avec Ivan Benedetti. C'est pas du même genre. Benedetti est un provocateur, alors ou bien parce qu'il est bête, ou bien parce qu'il est de connivence avec le système. Mais ce que l'on peut lui reconnaître, ce sont les résultats de son attitude, l'interdiction de l'œuvre française, c'est un provocateur. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors il s'impose au Parti nationaliste français de notre ami Gandillon, qui se laisse faire, malheureusement. C'est du n'importe quoi. Et franchement, je ne vois pas pourquoi Rizén s'accouple, si j'ose dire, avec Gandillon. Avec Benedetti, pardon. Oui. Laurent Wauquiez, président des Républicains, vient de faire éditer un tract intitulé « Pour que la France reste la France ». Qu'en pensez-vous? Ah ben c'est bien. Alors c'est bien, mais ce qui n'est pas bien, c'est la réaction que ça a provoqué. Ce qui montre justement cet état de déliquescence des milieux politiques, c'est la haine de la France. Trouver scandaleux un tract pareil, le libellé d'un tract pareil, ça montre bien qui est derrière, qui a une haine, mais rabbinique, rabbinique contre la France. Et regardez, au sein même des Républicains, qui s'est opposé, Valérie Calmels, qui vient d'où? Qui était une collaboratrice de Juppé. Donc c'est toute cette frange modérée, centriste, entrelardée, etc., européiste, mondialiste, qui met des bâtons dans les roues à Wauquiez. Tout ce que j'espère, c'est que Wauquiez aura suffisamment ce qui est nécessaire d'avoir dans le pantalon pour mettre à la porte ce petit monde-là. Ça va être long, hein. Ça va être, à mon avis, long. Et en tout cas, ce que l'on peut constater, je reviens encore une fois là-dessus, c'est que le monde politique est en train de jouer le même jeu contre Wauquiez qu'ils ont joué contre Fillon. Soi-disant des sondages calamiteux, il n'a pas de visibilité, comme ils disent. Et... Ah bon, mais comment se fait-il qu'il a été aussi facilement élu à la tête de la présidence des Républicains? Il y a tout de même un public là derrière. Donc, encore une fois, les sondages, on leur fait dire ce que l'on veut. C'est une arme politique, c'est tout. Alors, le 4 juin 2018, lors de la présentation de la réforme de l'audiovisuel public, Madame Nyssen, ministre de la Culture, a tenu des propos inadmissibles qui concernent la liberté de la presse. Et non seulement, elle a salué la déclaration de Madame Ernotte, directrice de France Télévisions, souhaitant éliminer les mâles blancs de plus de 50 ans de l'antenne.
Madame Nyssen a osé déclarer que certains Français étant hautement réactionnaires, elle comptait sur les chaînes de radio et de télévision pour changer les mentalités. Un commentaire sur ces déclarations liberticides. Certainement. Alors, je pourrais renvoyer la balle à Madame Ernotte en disant qu'on aimerait se débarrasser des femmes de plus de 50 ans. Parce qu'à mon avis, elle les a. Hein. On va murer les cuisines. Quant à Madame Nyssen, alors là, c'est une calamité, cette femme ministre de la Culture, dont on a eu un exemple avec l'exposition que vous m'avez signalée à Reims. Oui, mais enfin, en France, cette exposition, non, mais cette exposition dont j'ai déjà parlé, puisque enfin, j'en ai parlé dans ma conférence à Reims, cette exposition qui s'est passée au musée Clovis, Saint-Rémy à Reims, où des statues de la Vierge étaient entourées de statues de diable, avec des pancartes disant « ceci n'est pas la vérité », etc., etc. Donc vraiment, le satirique. Bon, avec les subsides du ministère de la Culture. C'est au nom de l'État français que cette exposition a eu lieu. Et comme Diane, vous me le faisiez remarquer, ce musée Saint-Rémy est le nom de l'ancienne abbaye Saint-Rémy qui conservait la Sainte-Ampoule. La Sainte-Ampoule qui servait au sacre des rois de France. Donc vous voyez, c'est toutes ces symboliques que ces salopards qui nous gouvernent veulent détruire. On se rappelle de... Or, Madame Nyssen est la cheville ouvrière de ce genre de choses. Donc c'est vraiment la dictature de la pensée qui s'installe, satanique en plus de ça. Et je rappellerai le mot de cette regrettée journaliste juive, Annie Krigel, qui dans le Figaro, c'était dans les années 80 et des poussières, avait dénoncé la police juive de la pensée. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Donc vous voyez, il ne faut pas faire de l'antisémitisme primaire. Il y a des juifs qui sont honnêtes, quand même, et qui comprennent que leur corps religionnaire, beaucoup de leurs corps religieux vont beaucoup trop loin. Et ce qui est bien dommage. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce qui est bien dommage. À propos de la PMA, le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, a alerté le gouvernement sur les bouleversements engendrés par une révision des lois de bioéthique. La question de la filiation est essentielle pour l'avenir de notre civilisation, a-t-il déclaré. Qu'en pensez-vous ? Il est tout à fait dans son rôle, et je trouve, et d'ailleurs j'en avais parlé dernièrement dans un article de La Politique, les premiers textes que j'ai pu consulter de sa part sont pas mal du tout, et apparemment il est beaucoup plus proche de nos positions que ne l'a été le cardinal 23. Cardinal 23 dont je vais parler dans ma conférence de cet après-midi. Alors, en Irlande, malgré une forte tradition catholique, l'Irlande a voté en avantage de l'IVG. Comment expliquez-vous ce résultat ? Il y a deux raisons fondamentales. Comme toujours, c'est ce qui s'est passé en France, on fait pleurer dans les chaumières. Oh, la pauvre petite, son mari violent, lui a fait un gosse qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne pouvait pas assumer, etc. Donc il faut avorter. Voilà, le freux homme, encore, toujours, il y a toujours un petit peu de féminisme là derrière. Et donc, faire pleurer dans les chaumières. Bon, on n'est pas obligé de faire une loi générale quand il y a des cas, qui ne sont pas des cas innombrables quand même, il ne faut pas exagérer. On peut régler les cas au cas par cas. Oui. Et puis, il y a évidemment le poids médiatique. Comment vous allez être le seul pays au monde où ce n'est pas encore accepté, patata, vous êtes des retardataires, des arriérés, etc. Donc il y a toute la machine, tout le volet de culpabilisation, de faire peur parce qu'on risque d'être traité de ringard et compagnie. C'est ça la globalisation. Mais c'est ça la globalisation. Oui. Donc tout ça est très bien organisé. Il faut vraiment toute la bêtise des catholiques en général, qui sont des catholiques tout de même, qui se laissent faire, qui ne comprennent pas. Sont-ils encore vraiment catholiques Sont-ils encore catholiques? C'est toujours la même chose. Il n'est pas suffisant d'aller à la messe tous les dimanches pour
Et ça va être d'ailleurs le sujet de ma conférence de cet après-midi. Alors revenons à l'Italie. Enfin, pouvez-vous revenir sur les changements politiques qui s'opèrent actuellement en Italie et à quelle réponse faut-il s'attendre de la part de l'adversaire? Bon, je vais prendre mes petites notes parce que justement je me suis attaché à prendre des notes pour le prochain numéro de la politique. Cette histoire italienne est assez inattendue. Bon, premièrement, il y a eu un vote de la population italienne qui a apporté au pouvoir deux partis. Alors il y a le parti, les Cinque Stelle, les 5 étoiles, qui est un parti... oui, le terme c'est parti anti-système effectivement, mais bon, c'est un petit peu pas structuré intellectuellement, il n'y a pas vraiment de ligne politique. C'est un rejet, un phénomène de rejet. Et puis il y a en deuxième position le parti de la Ligue du Nord, de, comme il s'appelle, Salvini, mais son prénom c'est Matteo Salvini, qui lui est beaucoup plus doctrinalement alors proche de nous. Alors ils disent ça populisme, bon, ils disent populisme pour pas dire nationalisme. Et là c'est très intéressant, d'abord il y a eu l'alliance de ces deux-là, et il y a eu aussi l'alliance de Forza Italia de Berlusconi, et c'est grâce à Berlusconi que la situation s'est débloquée. Rappelez-vous comment au début, devant les résultats, les annonces faites par les deux responsables politiques, donc Salvini et l'autre, je ne me rappelle plus, de Cinque Stelle, annonçant qu'il n'y aurait pas de ministre franc-maçon au gouvernement, que ceci, que cela, que l'Europe, ça débardait, et le président de la République italienne disant non, on ne veut pas du gouvernement, un gouvernement avec ces gens-là, et surtout avec le ministre des Affaires étrangères qui devait être monsieur Paolo Savona, anti-européen à fond. Bon. Premier acte. Deuxième acte, qu'est-ce qui allait se passer avec ce refus du président de la République italienne? De nouvelles élections. Mais il risquait un raz-de-marée des deux partis en question. Alors, et le président de la République a lâché du lest. Et les deux partis ont lâché un petit peu de lest en admettant que le Paolo Savona ne soit pas le président, le ministre des Affaires étrangères, mais que ce soit, je ne sais plus qui. Bon. Le premier ministre resté, celui qui avait été indiqué, c'était ce Conte, Mario Conte, je ne sais plus, Conte. Et donc on en est là. Alors, il y a tout de même un certain nombre de choses qu'il faut retenir des prises de position de ces deux partis, donc qui sont des prises de position de gens qui sont au gouvernement. Alors, parmi ce que j'ai repéré, bon, l'histoire des francs-maçons, on ne veut pas au gouvernement. Ils évoquent leur intention, mais enfin il faut voir comment ça va se passer dans le temps, de rétablir la monnaie nationale, donc contre l'euro. Bien entendu, l'immigration, on n'en veut pas. Donc les bateaux qui veulent accoster dans les ports italiens, demi-tour, vous allez ailleurs. Dernièrement, l'Aquarius. D'où le bateau, là, comment il s'appelle déjà? L'Aquarius, etc. Le ministre de la Famille, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, se disant fier d'être chrétien. L'Italie qui annonce qu'elle ne ratifiera pas le traité de la CETA, c'est-à-dire cet accord Europe-Canada, qui est une porte ouverte aussi aux produits américains, de façon détournée. Et puis une enquête. Sur les agissements d'un certain George Soros dans la politique d'afflux d'émigrés en Italie et en Europe. Donc oui, toute cette liste-là déjà qui vous défie, mais qu'est-ce que c'est? C'est une politique nationaliste. Alors qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Parce que là, il va falloir jouer dans le temps. Alors, une des choses que l'on semble subodorer, c'est que
l'Italie va tout de même torpiller toutes les entreprises européennes pour arriver à un système de blocage de l'Europe. Donc ça tombe que l'Europe tombe d'elle-même, par impuissance. Donc on va voir, mais je salue nos amis italiens. Oui, c'est courageux. Ils ont été tout de même un peu plus intelligents et avisés que nos chers petits Français, bons petits catholiques et compagnie, qui ont fait voter ou qui ont voté directement pour un certain Emmanuel Macron après avoir voté pour Sarkozy. Oui, c'est joli. Rappelez-vous, et rappelez-vous dans nos milieux, à commencer par Rivol et tutti quanti, qui me reprochaient d'avoir fait voter Hollande pour forcer les Français à réagir. Parce que si Sarkozy était repassé, ils n'auraient pas réagi. Et il n'y aurait pas eu de manif pour tous. Alors, Hollande, ils ont compris. Quand ils ont vu que c'était un socialiste, ils ont commencé à réagir un petit peu. Donc, pour moi, c'était un vote révolutionnaire. Ah voilà, ça c'était les justes mots de, en fait, je pourrais dire d'oiseau dont on vous a traité. Oui, je sais, je suis parfaitement... Pour ça que quand je parle de nos milieux... C'est pas particulièrement élogieux. Ça nous donne envie de grincer des dents. Mais on va rester un petit peu sur le même sujet. Que pensez-vous en fait des résultats du G7 qui s'est tenu le 8 juin au Canada? On reste un petit peu en fait dans ce cadre. Amusant. Vraiment, ce Trump est un étonnant personnage. Et là encore, rappelez-vous, quand vous me questionnez sur ce que je pensais de Trump, ce que je disais à l'époque. Oui. Alors, l'histoire du G7. L'histoire du G7, ça a commencé par être une capitulation des pays européens. Parce que rappelez-vous, avant le G7, les médias nous aidaient que M. Macron allait s'opposer à la politique de Trump, à sa dénonciation des accords avec l'Iran, et patati et patater, parce que ça nuisait à nos industries, Renault, Peugeot, Total et compagnie, etc. Scrognonné, on allait voir ce qu'on allait voir. Un sketch des Arrivé là-bas, tout le monde baisse son froc. Mais bien entendu. On regrette d'être quelque peu trivial, mais c'est ça. Ça pourrait être encore plus trivial. Bon. Alors, le plus beau, c'est que, en fait, qu'a dit notre cher coquelet élyséen au G7 ? Il a dit qu'il était prêt à soutenir Donald Trump dans sa politique de contenance pour contenir le danger iranien. Donc il retire toutes les entreprises françaises d'Iran. Voilà, il baisse son froc encore un peu plus. Ah non, mais bon. Il y en a qui aiment ça. C'est du LGBT, ça. C'est bien à l'image du président qu'on a. Et Merkel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi, si elle a un pantalon aussi, elle a aussi baissé son pantalon. Oui. Non, mais en fait, le président du Canada, ce qu'elle a annoncé, pour faire patte blanche avec Trump, qu'elle allait augmenter de 1,5% la participation de l'Allemagne au budget de l'OTAN. Contre la Russie, parce que tout ça aussi, c'est contre la Russie, à travers l'Iran. Donc vous voyez, tout ça, c'est le package, comme disent les anglo-saxons. C'est l'ensemble. Alors, vous voyez, les rodomontades du coquelet élyséen, voilà à quoi ça aboutit. D'ailleurs, le constructeur automobile français PSA a indiqué préparer son retrait d'Iran afin de respecter l'embargo imposé par Washington. Alors, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Ce que je viens de voir, pas plus tard qu'aujourd'hui, en regardant mes derniers mails, c'est que Renault annonce qu'il ne quittera pas. Ah, il a changé. Oui, mais enfin, c'est Peugeot qui est vraiment le plus présent. Et parce que c'est tout de même... Par exemple, marché, Peugeot, je crois, représente actuellement 33% du marché automobile en Iran. Incroyable, oui, c'est quasiment la voiture nationale. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, enfin, si je comprends, parce que nos dirigeants sont des vendus. Si on fait le bilan entre ce que les États-Unis nous achètent et ce que nous leur achetons, est-ce qu'on est gagnant ou est-ce qu'on est perdant? Parce que combien de voitures est-ce que Peugeot vend aux États-Unis? Ça doit pas être par rapport à l'Iran. Ça doit être ridicule. Ridicule, bien entendu. Renault, la même chose. Ils achètent de l'allemand la plupart du temps, du japonais. Les Américains achètent de l'américain. Et l'américain. Les voitures américaines. Non, mais ils achètent surtout beaucoup d'allemandes, beaucoup de japonaises. Bon.
Donc, sur le plan intérêt pour nos grandes firmes françaises, on a envie de leur dire, mais vous les Américains, allez vous faire foutre. Oui. Hein? Ah, vous voulez jouer ce petit jeu-là? On peut faire des mesures de rétorsion aussi. Mais c'est toujours la même chose, il faut la volonté politique. Non, puis en plus, oui. Macron, comme Sarkozy, rappelez-vous, si vous avez mon étude sur Sarkozy, comment Sarkozy a été fabriqué par la CIA, vous lisez mon livre Sarkozy. Et vous mettez à la place Sarkozy Macron. C'est du copier-coller. Ils ont tous les deux été formés, fabriqués par les États-Unis. Donc il n'y a pas de volonté politique pour imposer nos intérêts. On a parlé tout à l'heure comment Macron vendait tous nos bijoux de la couronne et compagnie. Voilà. On n'en sort pas. Donc ce qu'il faut, c'est mettre à la porte ces gens-là. Et je ne voudrais pas un jour être obligé de dire il n'y a qu'une balle qui pourra régler le problème. L'UNESCO veut convaincre vos enfants que les sionistes ne complotent jamais. Que vous inspire cette déclaration? Alors c'est très intéressant parce que ça démontre une crainte que justement, tout de même, à travers les réseaux sociaux, les Facebook et compagnie, tous les documents qui circulent, il y a tout de même, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs, je crois, que et sur la maçonnerie et sur l'action du monde juif dans le monde, sur nos politiques et nos intérêts, il y a une prise de conscience. Et c'est ça qui commence à leur faire peur. Donc, d'où la négation, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et enseigner aux enfants que, bien entendu, il n'y a pas de complot. Donc, pour répondre à votre question, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Bon, évidemment, d'où la fameuse loi qui est en train d'être concoctée par les En Marche pour... valider. Attendez. Ah oui, sur la censure. Voilà. Alors, je vous lis, donc, vous pouvez trouver ça sur Internet. Des amendements proposent une certification des sites internet par l'État. Donc vous serez cachère ou vous ne serez pas cachère. Non mais attendez... C'est ça que ça veut dire. Non mais en fait, la CNIL est obligée de s'opposer à cette chose-là. Hein? La CNIL est obligée de s'opposer à ces choses-là. Mais on verra. Mais c'est contrevenant par rapport à la loi. Mais bien entendu, mais la loi, ils la font, mon cher. Oui, il la défend. Donc vous voyez, retenez bien cette formulation. C'est scandaleux que la CNIL Des amendements proposent une certification, entre guillemets, alors, hop, des sites internet français par l'État. Donc, ne seront acceptés que les sites que l'État reconnaîtra comme étant conformes aux valeurs de la République. Mais il faut débrouiller la... C'est la dictature de la pensée, juive de la pensée, comme disait encore une fois Annie Krigel. Cachère ou pas cachère? On va rester dans le cachère. Qu'ils aillent 1000 fois en enfer, tels ont été les propos du ministre israélien de l'énergie, Yuval Steinitz, adressé aux Européens suite à la demande d'enquête sur les violences policières perpétrées sur les Palestiniens à Haïfa. Peut-on penser que l'Union européenne soutienne un jour l'Iran? Alors, bon, incontestablement, tout de même, les crimes israéliens en Palestine, et notamment à Gaza, ça commence tout de même à faire un petit peu bouger les consciences. Quand même. Bon, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais alors l'expression de ce ministre israélien, bon, on est tenté de lui répondre, mais allez vous-même en enfer. C'est un hystérique en fait. C'est un hystérique, mais ce sont des hystériques. Ce sont des hystériques. Rappelez-vous cette fameuse phrase de cette ministre de la Justice israélienne, disant que si Poutine voulait survivre, il fallait qu'il obéisse à ce que lui disait Israël. Ce sont des Israéliens, mais ils se croient vraiment au pouvoir dans le monde. Dans le monde, oui. Ils n'ont pas tout à fait tort, ouais. Mais... là où ils ont tort, à mon avis, c'est qu'ils le montrent trop. Oui, trop, de front. Et on revient encore une fois, à ce que déclarait Bernard Lazare. Si de tout temps le peuple juif, sous les différents régimes, religions différentes, etc., a eu des problèmes, c'est que la cause première de l'antisémitisme repose dans le peuple juif lui-même. Ils vont toujours trop loin et ça leur retombe sur la gueule. Une fois c'est le hasard, deux fois c'est une coïncidence, coïncidence, c'est jamais le hasard. Non, c'est une conspiration. C'est même pas le hasard. Non. C'est cette mentalité cet orgueil satanique d'être le peuple élu,
donc le messianisme juif que je dénonce régulièrement. C'est une maladie mentale. C'est une paranoïa. C'est une pathologie. C'est une pathologie. Comment ça se soigne, cette pathologie? À l'époque des rois de France, c'était tout de même relativement gentil. On les mettait à la porte. Oui, c'était déplacé le problème. Et alors, tiens, j'ai eu la surprise de voir sur Facebook hier, il y a un de ceux, des multiples, parmi les milliers qui suivent mes trucs, qui avait repris une de mes phrases d'une conférence, déjà qui date d'un certain temps, où j'avais dit à propos des Juifs, oui, quand certains sont exaspérés de leur exagération, ils sont mis dehors, ils sont accueillis ailleurs par pitié, ils s'installent, ils prospèrent. Ils sont remis dehors. Attendez, ils prospèrent, ils détruisent l'habitat. Non, quel était le mot? Ils prospèrent, ils dominent, quelque chose comme ça. Ils exaspèrent. Oui, ils exagèrent, enfin, quelque chose dans ce genre-là, jusqu'au moment où à nouveau ils sont mis dehors. Donc, mais c'est ça, c'est tout le drame du peuple juif à cause de ses dirigeants. Et vous vous rappelez, ce que je fais souvent, le distinguo entre les petits juifs et les grands juifs qui se servent des souffrances que eux, grands juifs, accumulent sur la tête des petits juifs pour pouvoir faire leur politique de culpabilisation. C'est du mind control, c'est du mind control. Il y a aussi de l'hystérie chez les petits juifs. Il y a aussi, oui, non, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Des Cédric Héroux, ça c'est vraiment l'exemple type du petit juif populaire complètement remonté. Oui, bien sûr, juif polonais. Éric Serroux, là. Enfin, celui qui fait passer des migrants, vous savez, aux alentours de Nice, là. Ah oui. Cédric Héroux, je crois, c'est ça. Voilà l'exemple du petit juif polonais, voilà, populaire, hystéro. Mais bien entendu, il se sert de l'immigration pour nous envahir, quoi. Le balai, comme disait le rabbin Touitou. Mais le balai, ils auraient se retourner contre eux, ils le subissent aussi. Non, mais on en reparlera cet après-midi. Jean, je t'en prie, la question suivante. La question suivante, elle concerne Stéphane Blais, au sujet de Poutine, qui qualifie sa tactique de kabbaliste. Qui est Stéphane Blais? Pourquoi tient-il de tels propos? Alors, Stéphane Blais, j'ai ravivé un petit peu mes souvenirs parce que j'avais vu passer cette information. J'avoue que traiter Poutine de kabbaliste, j'avoue que j'ai pas compris. Bon, alors j'ai voulu voir qui était ce Stéphane Blais. Stéphane Blais est un pianiste et un compositeur de musique de renom, qui a été franc-maçon, qui en est sorti, qui a écrit un livre qui s'appelle L'épouvantable vérité ou un truc comme ça. Non, je ne sais plus. Je vais vérifier. Peu importe. Qui a été membre ou très proche d'Égalité et Réconciliation. Alors, sa déclaration sur Poutine kabbaliste, mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi l'attitude de... Dans le sens où il joue sur les deux tableaux, peut-être? C'est pas du kabbalisme, c'est, disons, moi je dirais que c'est de la diplomatie, on se sert des uns contre les autres. On divise le problème. Vous savez très bien comment je définis la politique de Poutine. Il saucissonne les problèmes. Son livre, c'est L'effroyable vérité. Et donc ça, et comme par hasard, il est édité chez Contre-Culture. Oui, il est proche des guetteurs. Oui, donc c'est vraiment un contre-culture. Encore une fois, il y a du bon, du moins bon, du douteux, du très mauvais. Bon, le bouquin de Simon Blais, ancien, je crois qu'il a été grand maître d'ailleurs, en maçonnerie. Bon, qu'il en soit sorti, c'est bien, mais j'ai toujours quelques doutes de ceux qui disent en être sorti, parce qu'ils regardent toujours une certaine imprégnation. Donc là encore, et là, pour répondre à votre question, je suis incapable. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant que la politique de Poutine était kabbaliste? Je ne comprends pas. Selon le président du Parlement libanais Nabi Berri, interviewé par Sputnik le 6 juin 2018, le rouble pourrait remplacer le dollar dans les échanges commerciaux russo-libanais. Quelles conséquences cela peut-il entraîner? Eh bien, ça rentre dans cette mécanique que Vladimir Poutine a mis au point avec les BRICS, et qui s'étend de plus en plus.
de supprimer le dollar comme monnaie d'échange, ce qui veut dire à terme la fin de la puissance judéo-américaine financière. Le dollar, si le dollar ne sert plus dans les échanges commerciaux, ben, l'Amérique va reposer sur quoi? Élémentaire, mon cher Watson. Et c'est ça, c'est toute l'astuce de Poutine. Ce que nos milieux, encore une fois, ne comprennent pas, c'est qu'il évite à tout prix la guerre mondiale. Il joue le temps. Il veut faire tomber la puissance américaine, judéo-américaine, par le biais de l'économie. Donc, il s'appuie sur l'or, qu'il achète par tonnes entières, comme la Chine. Il impose, et la Chine aussi impose, les transactions soit en yuan, soit en rouble, soit en or, parce qu'il parle déjà d'instituer un étalon or. Donc, à terme, tel que se met en place cette politique de dédollarisation, les États-Unis vont s'effondrer. Parce que tout est basé sur le système financier juif américain, puisque c'est la Federal Reserve qui fabrique les billets. D'où cette panique au G7, parce que c'est ni moins qu'une panique. Le type qui arrive en retard et qui et rappelez-vous ce que j'ai rappelé à plusieurs reprises, c'est à la fois responsables russes et surtout américains qui disent que si dans 5 ans ils n'ont pas réussi à détruire la Russie, c'est en effet des États-Unis. On en est là. C'est pour ça que l'armée américaine a déployé des chars à la frontière. Mais c'est pour ça, ils cherchent la provocation à tout prix. Ils veulent embarquer, ils veulent forcer Poutine à réagir comme nos crétins de nos milieux voudraient qu'il réagisse. J'ai vu encore passer un truc disant, mais comment se fait-il qu'il ne répond pas aux provocations? Parce qu'il est plus intelligent qu'un Hitler. Tout. Tout simplement. Il joue le temps. Dans certains, ce que vous appelez avec dérision nos milieux, reprochent toujours à Vladimir Poutine de ne pas réagir aux provocations et parallèlement vous reproche votre soutien au président russe. Que voulez-vous c'est ce que j'ai répondu, justement. La grande astuce de Poutine, et c'est ça que je lui reconnais, c'est de savoir contemporiser, calmer le jeu chaque fois que réagir, mais réagir à minima pour ne pas entraîner une guerre mondiale, et compter sur le temps et l'effondrement du système économique américain, judéo-américain, puisque tout repose sur la Federal Reserve, tenue par 11 familles juives banquières américaines. Donc tout est là. Et pourquoi croyez-vous, encore cette citation que j'ai donnée à plusieurs reprises, de Jacob Rothschild, disant que Poutine avait trahi le nouvel ordre mondial. Pour eux, il a traduit le nouvel ordre mondial, puisque Poutine est arrivé avec un petit apparatchik aux côtés de Boris Eltsine, qui était vendu aux Américains. Évidemment, il a trahi. Parce qu'il dit, bon, maintenant ça suffit, c'est moi le maître de la Russie, et ça ne va pas se passer comme ça. Et pour repasser un petit peu sur le Trump, etc., et ses actions, quelle relation entretiennent actuellement Trump et Kim Jong-un? À quel jeu joue-t-il Trump en annulant en fait et en acceptant à nouveau un entretien avec le président de la Corée du Nord? Corée du Nord qui, on le rappelle, est à cheval sur une réserve de terres rares qui est absolument énorme. Alors, c'est une histoire très curieuse, et là c'est la brutalité américaine contre la subtilité orientale. Là, je crois que je n'ai pas de meilleure définition de cette histoire-là. Alors, Trump a joué des biceps en disant « Oh là là là... je te casse la gueule si tu me donnes pas... » Oui, exactement. Je sors mon pistolet, pam pam pam, western. Oui. Et puis l'autre s'est pas laissé démonter en disant « Non, mais vos villes sont tout de même à portée de nos fusées, avec la bombinette. » Et puis on apprend que Trump finalement dit « Oui, bon, on va faire la réunion. » Alors il y a eu la réunion, et là aussi, quand on voit les commentaires de ce qui se serait passé, on reste sur la fin. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Ah, il y a tout de même une petite chose que l'on nous dit, c'est que les exercices conjoints qui étaient prévus entre l'armée américaine et l'armée sud-coréenne sont annulés. Pour les Américains, c'est pas le moment trop de jouer aux idiots là, parce que alors, il y a une chose qui est invoquée aussi, c'est que le deal, donc le négoce entre les deux, ce serait bon. Les Nord-Coréens promettent de ne pas continuer leur développement nucléaire et toute la péninsule coréenne est démilitarisée et dénucléarisée. Donc les Américains se retireraient. Ce ne serait pas idiot comme deal. Ce ne serait pas idiot du tout. Bon, alors Trump est coincé parce qu'il n'y a pas que la Corée du Nord. Il y a la Chine et il y a la Russie. Donc il ne faut pas qu'il s'amuse à jouer au petit soldat, au petit cow-boy avec la Corée du Nord, parce que sinon il va se récolter la Chine et la Russie sur le dos. Donc, en fait, quel est celui qui va faire le plus peur à l'autre? Donc on montre les biceps, on montre son armement, et voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as toi? Tu veux m'agresser? Oui. Qu'est-ce qui va t'arriver? Oui, c'est ça, ouais. C'est des pays qui sont vraiment entraînés à la guerre. Écoutez, peut-être que je me trompe sur Poutine. Peut-être. Mais je regrette. Il y a deux choses qui sont différentes. Il y a les déclarations diplomatiques et il y a le résultat sur le terrain. Quels sont les résultats de l'action de la Russie de Poutine sur le terrain, ne serait-ce qu'au Moyen-Orient? Ils sont en train d'évacuer l'influence américaine et israélienne de Syrie. L'Irak ne peut plus entendre parler des Américains. L'Iran, pas la peine d'en parler. Donc, en fait, le Moyen-Orient, à continuer comme ça, va devenir un fief russe. Alors, qu'est-ce qui compte? Les déclarations diplomatiques? Belles paroles. On invite Netanyahou au défilé sur la plage rouge pour lui montrer les nouvelles armes. Il ne l'appelle pas Bibi non plus. Hein? Lui ne l'appelle pas Bibi. Il l'appelle pas Bibi. Il a même fait, si je ne me trompe, j'en ai parlé il y a quelque temps, Poutine a fait cadeau à Netanyahou d'une histoire des guerres juives, je crois. En fait, c'est lui montrer, c'est lui rappeler tous les crimes des peuples d'Israël contre les peuples qui l'environnaient. Oui. Et la Bible en est remplie. Donc, il y a... Regardez la tête de Poutine, vous aurez compris. Il a un petit sourire en coin, un petit air goguenard, disant, écoutez, ne vous foutez pas de moi quand même, je sais qui vous êtes. Et pourquoi, je reviens encore là-dessus, pourquoi quand il y a eu l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, libéré par les soviétiques, pourquoi n'a-t-il pas parlé des chambres à gaz? Oui, si... Pourquoi il n'y en a pas parlé? Pourtant les soviétiques auraient dû les trouver. Mais si c'était BHL qui lui avait fait son discours, il se serait même épangé dessus. Il en aurait parlé, il aurait parlé que voilà, de cela. C'est toutes ces petites touches, justement. Pourquoi est-ce que moi je les remarque et je les aligne pour me forger mon idée sur Poutine et que les gens de nos milieux sont incapables de voir? Alors ils sont bêtes à ce point-là, pour pas dire un autre mot. Non, mais ils sont... Ou bien est-ce qu'ils sont complices de ceux qui voudraient nous pousser contre la Russie de Poutine? Il y en a certains... Au nom de l'atlantisme, genre Hillary et compagnie. Oui, mais et là encore, voulez-vous me dire comment quelqu'un comme Soral, qui tout de même est pro-Poutine, peut accepter les divagations de Hillary contre Poutine? Moi, je ne comprends pas. Il y a chez Hillary et Égalité et Réconciliation en général des choses mais
qui sont contradictoires. C'est la tour de Babel là-dedans. Vraiment l'impression que c'est la tour de Babel. Non mais parce que c'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une usine à gaz. C'est une écurie aussi à écrivains et à conférenciers. C'est-à-dire qu'en fait, ce contre-culture qui est en fait apparemment le fonds de commerce de ce Alain Solara, il essaye de concilier chèvre et chou et en fait de faire rentrer tout le monde là-dedans. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de ligne. C'est pas cohérent. Il n'y a pas de ligne, c'est pas cohérent. Comment voulez-vous constituer une force politique avec une doctrine si ça tire à huer et à dire c'est pas possible. Pour terminer, pouvez-vous revenir sur la dernière déclaration du pape François? Ah oui. De quoi s'agit-il? C'est un cas. Vous pouvez vous rappeler la C'est un cas, oui, déclaration? non, je connais la déclaration. Il a dit à peu près ceci, demandant qu'on ne livre pas aux vagues ces malheureux migrants qui viennent en Europe pour manger. Bon. Mais bon, c'est très gentil, c'est très charitable, oui, d'accord. Mais comment se fait-il que personne, ni dans le monde politique, ni même dans nos milieux, et le pape, ne rappelle que ce drame découle de la décolonisation gaulliste. Et tout est là. Mais oui, bien sûr. De Gaulle a voulu, sur injonction américaine, donner l'indépendance à notre ex-empire, au pays de notre ex-empire. Ils sont tellement heureux qu'ils veulent absolument venir chez nous pour survivre. Mais quel est le premier responsable? Alors le pape peut essayer de nous faire pleurnicher, mais qui remonte au causes, ce pape. Hein? Et on est tenté de lui dire... c'est un pape qui a été instauré... Prenez le bateau et retournez en Argentine. Oui, mais c'est un pape qui a été instauré de façon politique. Ah non, mais c'est un politique de la pire espèce, c'est impossible. Enfin, ça avait bien commencé en fait avec Jean-Paul II, quand même. Ça avait commencé en Jean-Paul II, mais alors Jean-Paul II, je dirais presque qu'on nous le rende. Oui. Non, le seul qui tenait la route et qui aurait pu faire quelque chose, rappelez-vous... C'était Benoît. C'est Benoît XVI, incontestablement. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à la porte. Ouais. Ils l'ont mis à la porte par le poids financier international sur la Banque Vaticane. Oui. N'avez-vous pas eu des échos comme quoi ils essayent de réhabiliter Benoît XVI et évincer le pape François? Non? Ah bon, vous avez eu? Non, je sais pas, j'ai lu une information dans quel sens-là. Non, mais alors ça, je pense que non, ça moi, à mon avis, ça... Ah non, mais il est possible qu'au Vatican, il y ait des éminences qui le souhaitent. Non, mais qui rappellent un pape qui a été décidé. Enfin, tout est possible, mais pourquoi pas? Non, là, simplement, je pense malheureusement Benoît XVI est plus même âgé maintenant, mais pourquoi pas? Mais essayez de me retrouver ça, ça m'intéresse. Hein. Mais il se passe certainement des choses au Vatican. Alors, qu'est-ce qui me disait que il paraîtrait que que François avait redécouvert l'enfer. Marguerite Marie, bravo. Non mais c'est tout et n'importe quoi ce truc-là. C'est du n'importe quoi. Il change d'avis tous les... Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce pape? Alors je ne vais pas faire du CD vacantisme pour autant, parce que c'est pas là la solution, loin de là. On est obligé de constater que cet homme ne remplit pas sa mission. Et ça, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette conférence de cet après-midi avec pour titre Politique et religion, pour montrer le poids de la politique sur la religion. Il va y avoir certains c'est le politique qui décide, c'est pas la religion qui décide. Oui. Très bien. On arrête là? Merci, monsieur. Merci à vous deux. Merci, très bonne question. Comme toujours, très bonne question. D'ailleurs, c'est pour ça que comme dit-on, le nombre de gens qui regardent ça explose. Oui, le format est très très... D'une part, les questions sont bonnes, tout à fait à propos, et que les réponses que je peux apporter apportent la réponse. Oui. Les gens en voudraient plus, un format d'une fois par mois. C'est vrai que c'est trop peu pour certains, mais bon, c'est suffisant. Je regrette beaucoup, mais d'une part, on a d'autres choses à faire. Il y a des livres aussi à écrire, etc. Le prochain, je le rappelle, sera sur De Gaulle. Ça, on me le réclame à corps et à cri. Et alors, je voudrais faire 2 rappels aussi. Nous allons, à la suite de nombreuses demandes, éditer sur CD-ROM
un certain nombre de conférences parmi celles qui ont été, je ne dirais pas les plus vues, mais celles qui sont les plus utiles à la formation. D'accord. Donc ce sera un outil supplémentaire pour les cercles nationalistes. Donc il suffit que tout un chacun ait son petit groupe d'amis ou de connaissances et invite autour d'un pot à discuter des problèmes d'actualité du pays, et il passe un CD sur un des sujets. Donc c'est une façon de travailler aussi. Donc c'est une façon justement de former, et le fait de demander que tout un chacun discute sur un sujet donné, ça permet de montrer les failles, les manquements, etc. Oui, oui. Je compte beaucoup sur cette façon de travailler. Et puis à l'heure, vous savez, où en fait YouTube peut-être va nous casser les pieds demain ou après-demain, ça multiplie les supports. Bien entendu, il faut multiplier les supports, il y a toujours moyen de contourner, mais simplement il faut le vouloir. Il faut s'organiser. Donc ça c'est une des annonces que je voulais faire, donc on va essayer de mettre ça au point ces mois-ci, et je pense que ce sera au point pour la rentrée. Et la deuxième chose, c'est de grâce, ne reprenez pas contact quand vous voyez que le numéro de juillet n'est pas arrivé encore. C'est qu'il sera décalé, comme chaque année, puisqu'il y a un numéro double juillet-août, et que le numéro juillet-août paraîtra fin juillet et non pas début juillet. Alors, ne perdez pas votre temps à nous écrire ou à téléphoner, retenez ça. Voilà. Que les choses soient dites. Merci à tous.